Fait que la description du TIG, en fait, c'est un procédé, c'est un arc électrique, en fait. On soude avec l'électricité. C'est un peu comme le MIG, sauf qu'au lieu d'avoir un métal d'apport qui est dans la buse, ça se rapproche plus à l'oxyacétylène. Quand vous soudiez des plaques avec du gaz, là, vous avez votre métal d'apport dans une main, puis vous avez votre buse dans l'autre main. Puis au lieu d'avoir à régler une flamme, vous réglez de l'électricité à la place, puis vous avancez un peu de la même manière que vous avancez à l'oxyacétylène. L'avantage du TIG aussi, c'est qu'on peut souder un peu toutes les sortes de matériaux, c'est-à-dire que vous pouvez souder du cuivre, de l'aluminium, magnésium, ça c'est assez rare qu'on voit ça, de l'acier puis de l'inox. Donc c'est vraiment versatile. Puis avec de l'argon, bien, vous êtes capable, du gaz argon là, que vous branchez à la machine, vous êtes capable de souder pas mal tous les métaux existants. Il y a des contraintes. C'est sûr que c'est un procédé assez lent. C'est-à-dire que ça va être plus lent que le MIG, que tu vas arriver puis tu vas juste mettre à on, puis tu n'auras pas à te poser de questions. Le TIG, ce qui arrive, c'est que tu as une pédale qui contrôle ton intensité, la pédale avec le pied qui va contrôler ton intensité. Puis, il faut que tu amènes du métal d'apport un peu comme une horloge. Là. Vraiment timé, puis il ne faut vraiment pas que tu déroges de ça. Fait que, c'est un peu comme faire de la couture. Tu as comme ta pédale, puis tu avances comme ça. Fait que c'est un peu le même principe. Mais c'est ça, ça prend beaucoup plus de préparation, mais au final, tu as moins de temps de rectifiage puis de nettoyage. Au final, c'est plus de temps soudé, mais au final, tu sauves du temps quand même pour la finition. Parce que tes soudures sont vraiment plus belles, il y a moins de projection. Fait que des fois, tu peux même laisser ta soudure, puis ça va juste être esthétique aussi. Là. Ça dépend vraiment de l'esthétique que tu veux, mais tu peux décider de laisser ta soudure, puis ça va être super beau comme ça. L'aluminium, en fait, c'est super capricieux. C'est-à-dire que ça demande vraiment peu ou pas de contamination. Fait qu'il va falloir brosser vraiment vos joints là, préparer vos joints avant la soudure. Vraiment prendre une petite brosse d'inox, puis tout brosser vos trucs. Ça, c'est comme la version giga de la brosse. Ça peut le faire aussi. Sinon, il y a des petites brosses là, qui font super bien, là, taille brosse à dents. Là. Puis vous passez ça partout, à la limite, ça pourrait aider aussi. Là. Puis c'est bien aussi que la brosse n'ait pas brossé d'autre chose que de l'aluminium pour éviter un petit peu la contamination. Pour la sécurité, c'est sûr que ça vous prend une veste soit de cuir ou de coton. Comme celle-là, c'est coton. Puis il y en a même des vestes anti-feu, je pense que c'est du Nomex qu'ils appellent. Là. Ça fait moins de chaleur que le MIG. Fait que tu sais, tu as moins besoin d'une. Puis ça ne fait pas de projection. Tous les avantages que je vous ai énumérés tantôt, ça fait en sorte que tu peux te mettre un matériel moins épais sur le dos. Puis, oui, absolument. Il y a des gants en cuir. Puis encore là, les gants, c'est pas les mêmes gants que le MIG. Les gants du MIG sont vraiment épais, puis c'est des grosses mitaines de four presque. Là. Tandis que les gants de TIG, c'est beaucoup plus proche de la peau. Puis ça va te permettre justement de la manipulation du métal d'apport, puis de la buse qui est un peu plus complexe, qui est un peu plus fine, mettons, que la buse du MIG. Fait que le matériel, c'est sûr, ça vous prend un casque à soudure, de préférence électronique. Je pense que chacun a son casque ici, ça va aller. Dans le fond, il y a l'aspiration, il ne faut pas oublier aussi. C'est sûr que je dis que ça fait moins de vapeur, mais ça en fait quand même un peu. Fait que, le gaz, c'est ça, comme je disais, c'est pas mal toujours le même mélange. C'est pas mal toujours de l'argon pur. L'argon pur, sinon ça peut être un mélange d'argon et d'hélium, mais ça dépend vraiment, c'est selon, ça dépend du type de matériel, mais en général, pour l'acier puis l'aluminium, de l'argon pur, l'argon pur, c'est pas mal versatile. En fait, le gaz, lui, il empêche la contamination, parce que la soudure, ça crée, la soudure, ça crée une espèce de petit plasma, puis ça fait en sorte que ça crée en sorte que ça fait de la corrosion. Ça fait comme entrer la corrosion plus facilement. Ça crée de la corrosion. Fait que le gaz, lui, il empêche cette corrosion-là. Et sur le tungstène, dans le fond, le tungstène, c'est le petit truc qui est dans la buse, là, et sur ta pièce aussi. Fait que ça protège quand la soudure refroidit, puis même quand tu es en train de le souder, ça empêche toute forme de contamination. C'est le gaz qui vient comme envelopper tout ça, puis ça te permet d'avoir un beau cordon shiny puis efficace. Puis le débit recommandé, souvent, c'est 20 PSI. Ça dépend, là, mais pour l'argon, c'est entre 15 et 20 PSI.
Moi, je le mets toujours à 20, puis je pense que je peux souder tout ce que je veux à 20. J'aurai jamais besoin de... Ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Il va déjà être installé pas mal à 20. Quand je suis arrivé, par contre, tantôt, il était à 30. Je l'ai baissé un peu, puis... ça sert à rien d'en mettre trop, en fait, parce que tu gaspilles du gaz. Puis le gaz coûte quand même assez cher. C'est des frais de location, plus ce qu'il y a dedans. Donc, on essaie de l'économiser. Moi, à 20, là, on est dans un bon entre-deux, puis c'est pas mal versatile. L'électrode, c'est généralement constitué de tungstène, mais pas tout le temps pur. Des fois, il y a des alliages avec du zirconium ou tungstène thorier, qu'ils appellent. Mais tu sais, c'est souvent 2 là. Mais tu sais, en général, il est pur. Puis le tungstène, pourquoi le tungstène? Parce que c'est un métal réfractaire. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre beaucoup de chaleur sans fondre. Puis, tu sais, c'est un métal assez cassant. Là. D'ailleurs, quand tu le contamines, un peu comme celui-là, tu peux venir sur le coin de la table puis donner un petit coup de marteau, puis il va casser franc. Puis après ça, tu vas pouvoir l'aiguiser d'une certaine manière. Il y a un code de couleur souvent aussi pour les électrodes, c'est que souvent tu vas avoir le bout orange ou gris ou rouge, puis ça va comme te dire un peu, ça va être facile de remarquer dans le fond quel tungstène tu es en train d'utiliser. Quand tu la jettes comme ça neuf, il y a toujours un petit bout coloré là, qui est pour empêcher justement que tu te trompes de tungstène à un moment donné. Là. Quelqu'un qui va vouloir être by the book va acheter l'électrode pour le métal qu'il veut souder. Mais en gros, il y a des électrodes, comme je disais tantôt, il y a des électrodes qui sont versatiles et qui peuvent être utilisées pour toutes les sortes d'acier. Toute la composante de la buse, le tungstène puis ton métal d'apport va dépendre de l'épaisseur de ton matériel. Donc, on va prendre le bon diamètre de tungstène, le bon diamètre de buse et tout ce qui vient avec, et le bon diamètre de métal d'apport. Fait que la buse du TIG, ça ressemble à ça ici. Vous voyez que c'est assez différent là, de la buse du MIG. Hein? C'est comme une plume. Oui, un peu. C'est un peu comme une plume. En fait, on prend ça justement comme un crayon. Puis on peut y aller comme ça. Donc, en premier, il y a la buse qui est souvent faite en céramique, mais ça existe aussi en verre. Puis en verre, ben, c'est pratique parce que tu peux voir au travers, mais c'est coûteux puis plus cassant. Mais généralement, c'est en céramique. Il y en a des roses, des blancs. Puis ils ont souvent un petit numéro à côté. Ça, c'est le numéro de la buse. Quand vous regardez votre recette, ben, vous allez voir un numéro. Ben, c'est ça, ce numéro-là. Ensuite, il y a la pince et le serre-pince, corps de pince, qu'on appelle. Ça, c'est le corps de pince. La pince. Le capuchon. Vous voyez, ça, c'est une autre sorte de capuchon qui est vraiment plus court que l'autre. Le pourquoi, bien, c'est des fois, on a à souder dans des endroits plus fermés, puis qu'on ne peut pas y aller avec ça à cause que, tu sais, c'est un peu d'injambe. Bien, on peut mettre un petit capuchon comme ça, puis, tu sais, c'est plus précis un peu, sauf que ce capuchon-là, ça vous prend, vous n'avez pas le choix d'avoir un électrode un peu coupé ou plus court, parce que vous allez, tu sais, il ne rentrera pas dans le capuchon. Le capuchon, bien, il est important parce qu'il protège justement le reste de votre électrode. C'est quoi le désavantage que l'électrode ne soit pas à sa mesure? Il n'y en a pas de désavantage vraiment. C'est ça. Au début, tu la jettes d'une certaine longueur, puis à force de l'aiguiser, elle se rapetisse. C'est comme un crayon, en fait. Puis, ou si vous avez une électrode pleine, puis que vous n'avez pas le choix de la couper, bien, vous la coupez, vous l'aiguisez, puis là, elle peut rentrer dans le petit capuchon sans problème. Des fois, ça peut arriver, ça m'est arrivé 2-3 fois là, de ne pas avoir le choix de couper le capuchon parce que je n'étais pas capable de me rendre à la bonne place. T'sais. Parce que déjà, la buse, elle a une certaine longueur. Puis là, tu rajoutes un capuchon long de même. Il y a des endroits où ça ne passe pas nécessairement. Fait qu'on n'a pas le choix de s'adapter pour ça. La méthode d'assemblage, c'est que vous, dans le fond, vous commencez par mettre le capuchon. Ensuite, vous mettez la pince à l'intérieur, comme ça. Puis c'est la pince, il y a comme une petite fente sur le côté. Là. Puis ça vient squeezer quand vous serrez le capuchon. Là, cette fente-là, elle vient squeezer contre l'électrode. Puis c'est ça qui fait que l'électrode, elle ne bouge pas. Elle n'a pas tendance à vouloir se déplacer. Donc, vous mettez la pince. Le corps de pince, lui, vient comme
maintenir tout ça en sandwich, un peu. Ensuite, vous mettez le corps de pince, il faut qu'il soit bien vissé. La buse, elle se visse sur le corps de pince, comme ça. Là, on serre ça à la main, hein. Pas besoin de serrer ça avec d'autres choses. Sinon, la buse, c'est cassant, elle peut casser. Ou faites attention aussi, des fois, on soude, puis ça tombe à terre, là, ça se peut que la buse éclate. Puis je pense qu'il y avait un modèle tantôt ici là, qui était brisé. Ou juste le déposer sur la table, là, ça peut... faites attention. Quand c'est chaud, c'est ça, elle devient un peu plus malléable. Fait que faut faire attention. C'est quand même capable d'en prendre. Il faut donner quand même un bon coup avant de le casser. Là, mais ça, c'est parfait, en fait. Aimanté. Là, vous mettez votre buse là-dessus. Je ne sais pas trop comment vous... comme ça. C'est parfait. Fait que c'est sûr que vous allez prendre le métal d'apport le plus proche de votre alliage. Comme ici, je pense que c'est le métal d'apport, c'est dans les 4000. Puis ce que vous soudez, c'est du 3000, je pense. 3000 quelques. Fait que, vu qu'il y a juste 1000, ça a l'air bizarre à dire, mais vu qu'il y a juste 1000 entre les deux, ça peut aller. Souvent, ce qu'on fait aussi, quand on n'a pas de métal d'apport, on se coupe des petites bandes de notre matériel, puis on peut carrément se servir de ça comme métal d'apport. Puis là, bien, vous êtes sûr et certain que vous avez le même alliage. En fait, on est rendu là, la recette. OK, là, je vous ai montré, dans le fond, les parties, mais la recette, je vais vous montrer toutes les composantes. C'est-à-dire que là, vous avez le métal d'apport, dans le fond, vous avez plusieurs diamètres. Vous avez 1,16, 3,32 et 1,8 de possible. Puis ça, tout dépend de l'épaisseur que vous... Tu sais, si, mettons, vous soudez plus que du 1/4, vous allez aller dans le plus gros. Vous allez tout grossir vos composantes. Puis si vous êtes dans le super fin, vous allez tout réduire vos composantes. Fait que les sortes de buses que vous avez, mettons, la numéro 8 est vraiment plus évasée. Puis la numéro 6 ou 5, c'est vraiment plus petit, mais vous pouvez aller jusqu'à 4, je pense, ou 3 même. Ça, c'est super petit, mais en même temps, c'est ça qu'on va prendre parce qu'on soude du mince, là. Ensuite, toutes les cordes de pince, les électrodes aussi, dans le fond, comme Kerry disait tantôt, on a un électrode d'1,16, 3,32 et 1,8. Et ensuite, il y a toute la pince et le corps de pince qui doit fitter avec l'électrode que vous prenez. Donc, si, mettons, vous prenez un électrode d'1,16, ça vous prend la pince d'1,16. Ça vous prend le corps de pince d'1,16 et la buse qui va aller avec, la plus petite, c'est-à-dire la numéro 5. Donc, tout ça, puis c'est marqué dessus, en fait. Si vous n'êtes pas sûr, là, toutes les grandeurs de pince, mettons, c'est mélangé dans votre truc, puis vous faites « Ah merde, bordel ». Là, vous regardez, puis tout est vraiment bien inscrit. Il n'y a pas moyen il n'y a pas à se tromper. Puis si vous trompez, mettons, vous mettez encore une pince d'1,8, puis vous mettez un électrode d'1,16, vous allez voir, c'est lousse, puis il n'y a pas moyen de rien serrer. Ça ne pourra pas serrer, épouser parfaitement l'électrode. Donc là, rendu là, vous allez vous rendre compte de votre erreur immédiatement. Le niveau d'ampérage, bien ça encore, ça peut varier. C'est sûr que si on soude du plus petit, on va aller plus dans le, mettons, à partir de 50 ampères. Mettons, du 1,16, on peut partir de 50 ampères à 80. Puis là, plus on va dans le plus gros, mettons, si je soude du 1,5 d'épais ou du 3,8, bien, je vais aller à 240, 250 ampères. Donc, vous avez un peu le range là, du plus petit au plus gros. Puis tout ça, bien, c'est bien répertorié là-dedans. Il y a la pince, la pince, le ground, en fait, qu'on appelle, là, qui est relié à la machine. Le courant, un peu comme le MIG, là, le courant passe de la buse au ground. Fait que le courant peut voyager dans la table qui est en acier. Mais si, mettons, vous avez une pièce en bois puis qui est isolée à cause du bois, bien là, vous allez devoir faire un pont d'une certaine manière avec une pièce de métal qui va partir du plan de travail jusqu'à votre pièce que vous avez. C'est ça qu'on risque de devoir faire avec une matrice, étant donné que... Toutes les pièces sont séparées d'un joint. Fait que oui. Le but, c'est de prendre, mettons, un rebut de métal puis là, de venir comme l'appuyer. T'sais, si ça touche ça peut être même juste une rod ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre le ground directement sur votre pièce aussi. Ça, c'est encore mieux parce que plus le ground est proche de ce que vous faites, mieux c'est. Vous allez trouver un moyen. Je ne suis pas inquiète. Là. Les types de courant utilisés. Là, il
Il y a deux courants qu'on utilise sur le TIG. C'est le courant continu à électrode négative, électrode négative, et le courant alternatif pour l'aluminium. L'électrode négative, c'est pour l'acier et pour le cuivre, le bronze, l'inox. Puis le courant alternatif, en fait, c'est juste pour l'aluminium. Donc, vous avez juste deux courants à vous poser la question, c'est est-ce que je soude de l'aluminium ou est-ce que je soude d'autre chose que de l'aluminium? Si c'est d'autre chose que de l'aluminium, vous le mettez ici, en électrode négatif. Si c'est de l'aluminium, en électrode, en courant alternatif. Puis ça, alternatif, c'est que le courant alterne entre positif et négatif, mais à chaque milliseconde. C'est-à-dire que le courant, à un moment donné, passe par la buse, va vers la Terre, puis il revient après ça. L'angle de la torche, là, c'est sûr qu'idéalement, ça serait à 90 degrés dans le monde idéal, sauf que vous devez voir un peu ce que vous faites. Donc, on n'a pas le choix d'aller avec un petit 15 à 20 degrés. Mais c'est la même chose qu'avec l'oxycétylène. En fait, c'est pareil. C'est un peu le même angle qu'on prend. Puis ça vous permet aussi d'avancer puis de voir ce que vous faites en même temps. Donc, la torche, elle a un petit 20 degrés vers l'arrière comme ça. Puis vous avancez. Vous avancez quand vous soudez, là. Donc, vous êtes en arrière de votre bain de fusion, puis vous poussez votre bain de fusion. Sauf que le bain de fusion, c'est pas comme l'oxyacétylène, il est comme poussé un peu par le gaz. Tandis que là, il n'y a pas rien qui pousse le bain de fusion. C'est vraiment votre mouvement qui va faire en sorte que vous allez avancer, puis vous allez souder. Vous faites sortir votre tungstène d'environ 1/4 de pouce ou 5 mm, environ 5-6 mm coincé. Quand vous desserrez le capuchon, je suis capable de sortir le tungstène au grand complet de la buse, puis il n'y a rien qui va tomber. Là, la pince, tout est bien seté. Fait que, si maintenant vous avez à l'aiguiser, vous la sortez, vous allez l'aiguiser. Là, tu le mets à 1/4, là, tu serres ton capuchon, puis là, il est super tight. Fait que, puis là, hein? Ouais, c'est un peu ça. Puis là, vous passez le tube au-dessus de votre bras comme ça. Puis là, vous prenez la buse comme un crayon. Puis là, vous pouvez vous appuyer sur la table au début. C'est sûr que vous êtes mieux de vous habituer rapidement à être à main libre parce que si vous avez des formes rondes et tout ça, vous allez avoir de la difficulté à... C'est sûr que tout le monde va avoir des formes rondes. Là, la difficulté, c'est de garder toujours la même distance entre votre matière et la buse. Puis si vous êtes à main libre, bien là, c'est ça qui va être le plus difficile. C'est quoi comme distance? C'est environ, c'est le plus proche possible sans que ça contamine. Si tu touches à ton bain de fusion avec le tungstène, trop tard, c'est contaminé. Le tungstène, le courant va faire en sorte que ton bain de fusion, là, ce qui est liquide, là, va vouloir remonter dans ta buse, dans ton électrode. Puis là, ben, tu vas contaminer comme lui en ce moment. Là. Il a été contaminé par quelqu'un précédemment. Là. Puis ça scrape environ 1 cm du tungstène. Mais des fois, souvent, la plupart du temps, quand vous touchez, votre électrode aspire le bain de fusion, puis là, il n'y a plus rien à faire. Même si vous essayez de recommencer, le courant va partir dans tous les sens, puis ça va être l'anarchie la plus complète. Vous le prenez sur le coin de la table comme ça, puis vous êtes capable de le casser franc. Comme je disais tantôt, c'est un métal réfractaire qui est super solide, donc il se casse facilement. C'est comme un peu de la vitre. Fait que vous le mettez sur le coin de la table, puis là, il est coupé franc. Ça prend juste un petit coup de même, puis c'est super, ça casse super facilement. C'est pas comme c'est là que tu le réguises. Là, c'est après ça. Quand il est vraiment contaminé d'une couple de millimètres, là, bien, là, vous êtes mieux de le casser. Des fois, il est juste contaminé un petit peu sur le bout. Vous n'avez pas besoin de le casser rendu là. Vous allez juste l'aiguiser, puis après ça, vous pouvez continuer. Mais des fois, il est contaminé sur une grosse distance, fait que vous êtes mieux d'attendre, puis de le casser, puis de repartir à neuf. Idéalement, vous êtes mieux d'avoir une meule dédiée à votre tungstène, parce que si vous prenez une meule qui est déjà plein d'aluminium ou plein de, que vous avez rectifié de l'aluminium ou de l'acier dessus, bien, votre meule est contaminée. Parce qu'il y a une manière d'aiguiser ça, il faut vraiment aiguiser ça en pointu, puis il faut que le rectifiage se fasse linéaire dans le même sens que l'électrode. Je ne peux pas l'aiguiser dans ce sens-là, OK? Puis parce que les stries vont être circulaires. Puis
Puis le courant, lui, il va essayer de trouver son chemin comme dans une spirale, puis il aimera pas ça. C'est capricieux, mais quand tu connais ces trucs de base-là, tu sais, dans le fond, c'est plus facile après de venir l'aiguiser comme ça sur la meule, en fait. Ça veut dire que c'est de face. C'est de face comme ça que tu l'aiguises, comme un crayon. Puis ça vient aussi autant pointu qu'un crayon, je te dirais. Il y a toute une question d'angle à respecter, mais tu sais, moi, je te dirais que tu peux te baser un peu sur... Tu sais, ça ressemble un peu... c'est un peu le même angle qu'un crayon. C'est environ 30 degrés, ou entre 30 et 60 degrés. Donc, tu le mets comme ça sur la meule, puis tu l'aiguises comme ça en tournant. Il faut que, idéalement, le centre soit super bien centré. Le centre du tungstène soit super centré. Puis, fait que, mais ça vient vite. Il y a deux types d'aiguisage. En fait, quand vous l'aiguisez en pointe, moi, en règle générale, je l'aiguise toujours en pointe, mais ce qui se produit quand vous soudez de l'aluminium en courant alternatif, c'est qu'il se forme une petite boule au bout de votre tungstène. Puis quand vous l'aiguisez en pointe, mais cette boule-là va prendre le diamètre qu'elle a besoin. Dans le fond, si je mets full ampérage, la boule va devenir plus grosse parce que le bout du tungstène va avoir tendance à fondre un peu plus, vu qu'il est un petit peu plus... vu que c'est obtus puis qu'il est plus petit. Là, le tungstène a tendance à fondre un peu au début sur la pointe. Fait que si l'ampérage est un petit peu moindre, la boule va être un petit peu plus subtile sur le top du tungstène. Vous allez le voir quand je vais commencer à souder tantôt, il va y avoir une boule qui va se créer. Puis cette boule-là, en courant alternatif dans l'aluminium, c'est ça que ça prend pour... Ici, j'ai comme un diagramme, dans le fond, de qu'est-ce que ça fait, dans le fond. Plus l'électrode est aiguisée pointue, puis plus elle est obtue, comment ça se reproduit sur le bain de fusion, dans le fond. Plus c'est pointu, plus le bain de fusion va être large et peu profond. Puis plus, si mettons je prendrais une électrode complètement flat à 180, bien là on a plus de pénétration puis on a un bain de fusion plus mince. L'idéal, c'est pas mal de se situer entre les deux. Fait que, tu sais, entre 30 et 60, on a une bonne largeur puis on a une bonne profondeur, c'est pas mal versatile. Les composantes de la machine, bon, au début, je vous ai parlé tantôt des deux types de courant, c'est-à-dire le courant alternatif, le courant continu négatif et positif. Règle générale, quand on soude en courant continu, on prend l'électrode négative, c'est-à-dire pour les aciers. Ça, je l'ai dit, je n'ai parlé un peu tantôt. Pour l'aluminium, c'est courant alternatif. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de cette manette-là. On a le piton on-off, tout simplement. Ensuite, on a le gaz. Il ne faut pas oublier d'ouvrir le gaz en arrière. Et aussi ouvrir peut-être le jus de la machine, le couteau en arrière pour la machine. Quand vous allumez ça ici, toute cette zone-là, là, on appelle ça le pulse. Il n'est pas installé sur la machine. Vous voyez, c'est juste des petits pitons pour fermer les trous. Là. Ensuite, bon, ici, c'est le bouton principal pour l'ampérage. Donc là, vous réglez votre ampérage. Puis c'est pas comme le MIG où vous avez une vitesse de fil à respecter. Là-dessus, ça, c'est le cadran ampérage et le cadran voltage. Le voltage, lui, il compense pour la distance que vous avez entre votre pièce et votre tungstène. C'est-à-dire que si je soude puis que j'essaie d'être à 2 mm du tungstène, l'ampérage va toujours être constant. Mais vu qu'on est des humains puis qu'on bouge un peu puis qu'on est comme un peu vivant, si des fois on recule à peine puis on avance à peine, le voltage va compenser pour toujours avoir la même chaleur. OK? Fait que si, mettons, je recule trop, le voltage va vouloir compenser puis en donner plus pour avoir toujours la même chaleur. Puis si je m'approche, bien, le voltage va se stabiliser pour donner juste la place à l'ampérage. Il y a un ordinateur qui contrôle. Oui, ça se contrôle automatiquement. Quand je soude, là, vous voyez, l'ampérage ne bouge pas. L'ampérage va bouger en fonction de la pédale, c'est sûr, là, mais il va atteindre son plein potentiel que je vais avoir réglé. Puis il ne bougera pas. Je vais être capable de le contrôler avec la pédale, mais quand je vais être au maximum, il va être au maximum que je vais avoir réglé.
Par contre, le voltage, vous allez voir qu'il va fluctuer. Vraiment, il va vraiment fluctuer parce qu'il va compenser pour mon manque de précision, mettons. Mais mon micro, un genre de manque de précision. Pour continuer avec ça, il y a le balance dig. Ça, c'est vraiment au niveau de la pénétration, c'est que ça, dans le fond, il y en a, si, mettons, je le mets à 10, il va y avoir une pénétration plus courte, mais plus profonde. Puis si je le mets à 0, bien, ça va être plus large et moins profond. Donc, ici, quand on soude à l'aluminium, il y a la zone verte là, qu'on respecte, là, dans le fond. On met le curseur sur la zone verte, c'est-à-dire, c'est même écrit AC TIG, donc courant alternatif TIG. Puis quand on soude de l'acier, on le met à environ 3, ce bouton-là. Puis là, j'ai mis sur ce modèle-là, il n'y a pas la ligne grise, là, mais je l'ai tracé au crayon. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question. Vert pour l'aluminium, la zone verte pour l'aluminium, puis la ligne grise pour l'acier. Le post-flow, c'est le nombre de secondes où le gaz va encore se diffuser dans la buse. Donc, ça, moi, j'y touche jamais. Là. Il est à 9 ou 10 secondes. Puis normalement, c'est assez pour que tu restes là pendant... moi, je reste souvent 4-5 secondes. Là. Puis c'est assez pour faire refroidir le cordon de soudure sans qu'il se contamine. Donc, tu sais, je soude, puis ensuite, j'enlève mon pied sur la pédale, puis je reste là pendant un certain moment, jusqu'à temps que ça refroidisse. Bien, pas que ça refroidisse, mais que ça... De toute façon, le gaz, vous l'entendez, ça fait pshhh. Là, c'est ça qui va vous dire, OK, je l'enlève. Quand vous entendez plus le pshhh, là, vous pouvez enlever la tige. Si, mettons, je la démarre, là, je vais faire du bruit un peu, là, mais vous allez le voir tout de suite, un peu, ça ressemble à quoi. Le bruit que vous entendez, c'est la pompe c'est la pompe qui amène le liquide dans la torche. Ça, c'est l'ampérage. Pour l'instant, il n'y a pas de voltage parce que je ne suis pas en train de souder. Mais quand je vais commencer à souder, vous allez voir le voltage fluctuer. Ça, c'est l'ampérage. Vous voyez que, on le règle un peu comme selon la recette. Il est sur l'électrode, il est sur la haute fréquence en continu, sur la pédale et sur le TIG. Et si, mettons, je passe... là, dans le fond, je peux choisir, sélectionner mon mode de démarrage. Si je mets off, c'est lift arc. Ça, c'est haute fréquence au départ. Ça, c'est haute fréquence en continu. Ça ici, ça sert juste à quand on est à la baguette. Fait qu'on n'y touche pas. Vous voyez d'ailleurs que le voltage, ouais, il apparaît quand on fait ça. C'est pas un bon signe. Il faut que toutes les lumières soient en bas. Pour résumer. Ça, c'est quand je soude à la baguette. Vous voyez, là, toutes les lumières sont rendues en haut. Parce que là, la machine se set pour souder à l'électrode. Mais ça, on n'y touche jamais. Vous avez juste besoin de toucher à ce piton-là pour le mettre à aluminium, ce bouton, puis le mettre pour l'acier. Le post-flow, on n'y touche pas. La plupart du temps, il est à 10. C'est correct comme ça. Vous allez devoir sélectionner le bon courant, alternatif ou positif. Ou négatif, je veux dire. Le positif, on y touche presque jamais. Puis sinon, c'est le on-off, puis le reste, il n'y a que ça, en fait. Vous assurez aussi que le fil de votre torche n'est pas trop pogné en tapon puis squeezé, parce que si, mettons, il est vraiment... c'est comme une hausse de jardin, là, si vous le corquez, si vous l'appliez trop fortement, le liquide ne pourra plus passer. Des fois, ça peut être mêlé à... Tu sais, de le laisser un peu comme plus libre que trop roulé serré. Là. Ça peut aider. Sinon, là, on est prêt à commencer, je pense. La pédale, tu l'envoies tout le temps à fond. Tu peux, oui. Moi, j'ai tendance à faire ça. Souvent, ce que je vais faire, parce que tu as une fourchette là, d'ampérage. Là, mettons que je soude du 1,16, ça va... Sur la charte, il va te dire, tu peux mettre entre 50 et 80 d'ampérage. Bien, moi, je vais le mettre à 70, mettons. Puis je vais savoir que si je vais au fond en startant, bien, mon ampérage va...
je vais être capable de rapidement créer mon bain de fusion. Puis j'ai pas à me soucier de comment je pèse sur la pédale. Tu sais, j'ai juste à oublier ce truc-là, puis j'y vais juste au plancher, puis tac, tac, tac. Ce que je vais faire, par contre, si jamais je vois que c'est trop chaud et que ça tend à s'effondrer, surtout l'aluminium a tendance à s'effondrer avant de... Parce qu'on ne le voit pas réagir. Tu sais, c'est gris, puis à un moment donné, ça passe à l'eau. Des fois, c'est difficile de souder, d'avoir une belle soudure quand votre pièce est complètement froide. Il y en a même qui vont préchauffer la pièce avec une torche pour la rendre un peu plus chaude, pour que la soudure elle soit plus... Mais quand je parle chaude, c'est pas brûlante, là, c'est juste pour comme la préparer, pour la préparer à la soudure, dans le fond, pour qu'elle soit un petit peu plus chaude. Mais à un moment donné, tu passes ce stade-là, puis quand ça vient trop chaud, c'est pas bon non plus. Fait que, tu sais, il faut garder une chaleur constante, mais pas trop, puis pas rien pantoute. Tu sais, ça prend... Puis des fois, vous êtes mieux d'attendre un petit peu plus au début pour créer votre bain de fusion, pour que la pièce, en même temps, se réchauffe un peu. Puis après ça, une fois que vous êtes parti, c'est correct, parce que la pièce, a gagné en chaleur rapidement. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Quand vous soudez au TIG, souvent, la plupart du monde vont avoir encore le réflexe d'être au MIG. Puis, mettons que je suis en train de souder, j'ai le pied, j'ai le pied sur la pédale enfoncée. Puis là, il y en a qui vont comme, j'ai fini mon cordon, puis là, ils font ça. Mais là, il y a encore le pied enfoncé sur la pédale. Ce que ça fait, c'est que le voltage va vouloir compenser à l'infini. Puis là, vous allez vous ramasser avec une espèce de volcan, puis votre pièce va vouloir s'effondrer. Tu sais. Vous allez voir un gros chapeau, là, puis en reculant, là, tu sais, vous reculez vite, là, mais en reculant, là, tout va vouloir s'effondrer rapidement. Fait que, ouais, tu baisses. En fait, tu peux arrêter complètement, mais tu gardes la buse là. Puis l'autre raison pour garder la buse là, c'est qu'il y a il y a un truc qui s'appelle la post-purge. Il y a le manuel de procédé qui est pratique, mais c'est long à trouver la bonne page avec le bon truc. Pour ça, il y a des chartes rapides. Là. C'est que, en gros, vous sélectionnez sur le premier côté qu'est-ce que vous soudez. Bon, c'est-tu de l'aluminium, c'est-tu du stainless, du cuivre, de l'aluminium ou en tout cas du titanium. Ça n'arrivera pas. Ça risque pas d'arriver. Fait que vous prenez le côté qui vous intéresse. Mettons, nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'aluminium. Là, après ça, c'est quelle méthode que vous soudez? Est-ce que c'est butt weld? Butt weld, dans le fond, c'est des plaques collées l'une à côté de l'autre. C'est-tu une plaque comme ça? En tout cas, bref, il y a plusieurs appellations. Il y a les petits diagrammes qui vous montrent c'est quoi qui est lié avec l'appellation. Donc, il y a butt weld, lap, corner, fillet, tout en anglais. Ça n'existe pas en français. En gros, après ça, il y a l'épaisseur de votre matériel que vous sélectionnez. Fait que vous allez dans du coin, mettons, nous, si je veux souder de l'aluminium 1,8, je vais prendre aluminium 1,8, butt weld. Fait que là, je mets la petite ligne noire vis-à-vis tout ça. Puis en gros, ici en haut, là, j'ai toutes les données que j'ai besoin pour... c'est toute ma recette, en fait, que j'ai besoin pour souder. Donc, ouais, c'est super, c'est magique, en fait. C'est vraiment... Dans le fond, il y a la recette. Il y a la recette. On a ça où, cette charte-là, non? Il y en a un là-dedans, dans le petit tiroir-là. Sinon, vous demandez à Kerry, je pense qu'il y en a un dans son bureau. Il y en a un dans le bureau, puis il y en a un qu'on va rester là en permanence. C'est ça. Fait que vous... Fait que là, en gros, vous avez le diamètre de l'électrode en premier, l'orifice de la buse, dans le fond 3,8 ou 7,16, entre 3,8 et 7,16. Filler rod, ça c'est votre métal d'apport, c'est le diamètre de votre métal d'apport. Ensuite, le type de courant. AC, c'est courant alternatif. DC, c'est courant continu. Le range d'ampères, donc là, ils disent entre 125 et 145 ampères. Fait que moi, je vais le mettre environ à 130, 135, 140. Je vois souvent pas loin du top. Mais si vous commencez, vous êtes mieux de baisser un peu. Puis, parce que vous allez voir que ça monte vite en chaleur. Quand vous êtes rendu à la fin de votre cordon, vous mettez un petit peu plus de métal d'apport puis vous arrêtez.
Comme ça fait comme une espèce de bosse. Ben, vous en mettez pas trop non plus pour que ça soit comme prédominant, mais vous en mettez assez pour que le retrait qu'on voit là n'existe pas, ou qu'il soit minimisé. Parce que ce retrait-là, là, ça peut être un amorce de fissure, puis des fois, quand on ne réchauffe pas bien notre matière ou quoi que ce soit, la fissure, si vous rectifiez en plus votre cordon, là, ça se peut qu'il y ait une fissure qui part qui traverse tout votre cordon, puis là, tout est à recommencer. Il faut faire attention, puis l'aluminium, là, tu n'as pas le choix de mettre de métal d'apport, tout le temps. Tu ne peux pas juste jointer des pièces sans métal d'apport, parce que justement, la fissure que je parle. Tu veux dire que même un petit tac, là, si on est sur la matrice, on pourrait pas à certains endroits juste faire ça te prend une goutte de métal d'apport. Si tu ne mets pas de métal d'apport, là, ça va faire automatiquement ou te taquer. C'est pas comme le cécétylène ou le MIG. Le MIG, il y a déjà peut-être du métal d'apport, mais ça ne le fait pas pour l'acier. L'acier, tu pourrais jointer juste deux pièces ensemble sans mettre de métal d'apport, il n'y aurait pas de problème. Parce que ça fusionne mieux. Mais l'aluminium, il y a la particularité que si tu ne mets pas de métal d'apport, le cordon va avoir une ligne, une fissure qui va parcourir tout ton cordon d'une traite. Là, tu ne comprendras pas ce qui arrive, parce qu'il n'y a pas de métal d'apport ou le chanfrein a mal été fait. En tout cas, c'est capricieux un peu, là, mais... si vous avez déjà une petite distance entre vos deux plaques, ça va. Sinon, vous faites un chanfrein. Vous laissez un petit peu réchauffer votre pièce. Après ça, vous commencez à souder. Vous mettez un petit peu plus de métal vers la fin. Puis après ça, vous lâchez la pédale. Vous restez là un peu. Puis attendez aussi un petit peu que la soudure se refroidisse avant de commencer à meuler. Parce que si, mettons, vous faites votre tac et vous commencez tout de suite à meuler, pendant que la soudure est en train de refroidir ou elle n'est pas encore assez froide. Ça va tout s'étendre. Ça peut faire ça, mais il y a aussi, ça va faire encore le même problème de la fissure. C'est soit un espace comme ça, d'environ, il ne faut pas que ça dépasse, mettons, l'épaisseur de ta matière. Ou soit c'est super collé avec un léger chanfrein. Parce que tu n'as pas le choix. Si tu veux que ta soudure soit payante, elle n'a pas le choix d'avoir sa place où s'insérer. Sinon, elle va être juste en surface, puis quand tu vas rectifier, il n'y aura plus de cordon nulle part. Là-dessus, pour finir, il y a le type de gaz, il y a la pression du gaz aussi. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est des choses qui sont déjà réglées. Vous n'avez pas à vous en soucier. Fait que là, en gros, la distance, vous voyez ma position, là, j'ai le petit 20 degrés, comme ça. J'essaie d'être à 90 degrés dans ce sens-là, mais 20 degrés dans le sens où j'avance. Ensuite, la distance est environ 2 mm, 2-3 mm. J'essaie de ne pas aller plus loin que ça. Bon, vous voyez comment mon électrode est sorti. Là, c'est environ, là, ça tire plus vers le... Vu que j'ai grossi, je le sors un petit peu plus parce que mon gaz enveloppe un peu plus. Fait que c'est entre 1/4 et 5/16. Entre 1/4 et 5/16. Donc là, je peux amorcer. Je vais vous montrer, dans le fond, le bain de fusion, comment il apparaît. Là. Vous voyez le bain de fusion, là? Fait que là, vous voyez, là, dans le fond, j'amorce mon gaz, puis je vais directement dans le plancher, parce que je sais que mon ampérage est un petit peu en dessous de ce que j'ai besoin. Fait que je vais comme ça. Là, j'ai mon bain de fusion. Là, je fais avancer. Là, j'ai pas la meilleure soudure, mais bon, c'est juste pour montrer. Ça a fondu. Ça a fondu un peu trop. C'est parce que ma distance est un petit peu trop grande. Quand je vous illustrais, dans le fond, le changement de voltage, là, tantôt, là, je vais vous l'illustrer, vous allez voir tout de suite. Si je m'éloigne, vous allez voir le gros chapeau se former.
Vous voyez dans le fond, puis là, ça fait un gros cratère parce que mon aluminium a tendance à vouloir fondre. Ça, c'est à éviter à tout prix. Puis en plus, c'est bourré de contamination. Vous allez voir, là, dans le fond, c'est comme toute sale dans ma soudure parce que c'est un peu n'importe quoi. Il manquait de gaz, j'étais rendu trop loin, puis bref, c'est un contre-exemple. Fait que si, mettons, je veux jointer mes deux plaques, je vais souder aux extrémités, un peu pareil comme on fait quand on soude aux lignes. Là, je vais entendre que mon bain de fusion forme entre mes deux plaques. Mais des fois, ça ne vient pas. Là, j'ai pas le choix de mettre. Vous avez vu, là? Mon bain de fusion, il ne voulait pas se former, il ne voulait pas se collapser ensemble. Donc là, j'ai pas eu le choix de le provoquer. J'ai pas le choix parce que je le voyais des deux côtés qui étaient pour vouloir se former, mais ça ne voulait pas venir. Mais dans le fond, j'ai pas eu le choix de. Ça, c'est un tac. Donc après ça, je peux venir faire un petit cordon d'environ 1 pouce dans le milieu. Vous voyez, quand j'ai fini, là, il faut que je laisse ma torche ici. J'ai pas le choix. Il y a encore un peu de retrait. J'ai mis plus de métal d'apport en fin, mais il y a quand même toujours un petit retrait qui se crée. Je vais essayer d'en refaire un autre là ici. Là. Vous allez peut-être voir. Vous voyez, la fin là est mieux. Là, vous voyez, là, j'ai exagéré un peu l'ajout de métal d'apport, puis c'est ça que ça prenait. Fait que, faut vraiment lâcher lentement la pédale, puis en rajouter du métal d'apport, mais faut pas essayer d'en rajouter quand ça vient trop froid, parce que là, le métal d'apport va rester collé dedans. Fait qu'il faut vraiment comme en rajouter vers la fin, enlever un petit peu la pédale, puis c'est comme ça que ça finit, là, dans le fond, tu sais. Il faut que ça ressemble à ça ici. Si ton métal d'apport reste collé, es-tu comme facile à enlever? Ouais, tu le rechauffes. Tu le rechauffes avec ça. Tu le rechauffes, puis là, je peux refaire un autre démo, là. Au début, j'étais un peu chaud. Après ça, j'ai dégrisé. J'ai accéléré parce que j'ai peut-être un peu trop attendu pour que mon truc se marie. Fait que là, j'ai gagné en chaleur dans cette zone-là. Fait que là, ça fondait plus rapidement. Puis après ça, j'ai pris un air d'aller, puis là, ça s'est mis à bien aller. Ça, c'est la même épaisseur de matériel que vous avez. Fait que là, je ne tarderai pas trop à l'amorce. Je vais directement venir mettre mon métal d'apport parce que j'ai l'impression que ça va trop réchauffer un peu comme tantôt. Là, fait que là j'y vais un peu plus direct. Je vais faire mes deux tacs. Mais là, il y a une affaire que je me suis rendu compte en le faisant, c'est que j'ai même pas joué avec mon piton d'ampérage. Fait que là, j'avais le pied. L'ampérage était encore pour un 8. Ça aurait été censé être trop chaud. Fait que là, mon pied était à peine pesé sa pédale. Il est obligé de jouer comme ça va être. Ben c'est ça l'avantage, c'est quand on se rend compte qu'on est trop chaud, on peut ajuster encore avec la pédale. Quand le métal, c'est des bons. Mais ouais, ça c'est ça, parce que j'ai fait un trop grand. J'ai pas réparti ma chaleur, fait que là le métal il
il y a des tensions partout, normal. Je vais faire un contre-exemple de trop de chaleur, trop d'ampérage. Vous allez voir ce que ça fait, ça veut s'effondrer. Vous voyez ce que ça fait en arrière? Là? Ouais, j'ai pas mis de métal à fond, mais je voulais vous montrer ce que ça fait quand ça a tendance à vouloir s'effondrer, là, ça a tendance à vouloir se replier sur lui-même. Ça va être nous autres. Vous autres, ça va ressembler à ça au début quand vous allez commencer. Si tu avais à boucher ces trous-là, avec le tigre, comment? C'est un peu comme avec le MIG, c'est que tu fais des tacs, tu y vas par tac, d'un côté puis de l'autre, tu répartis la chaleur. Tu essaies de déposer de la matière sur les parois. Ouais, je peux essayer de le montrer. Ouais, c'est ça. J'ai été capable de le faire en faisant le tour, là, mais tu sais, je mets pas beaucoup de chaleur. La pédale est au minimum. Ouais, mais là, j'ai mis moins de chaleur. Puis, j'étais capable de faire le tour, mais des fois, on n'est pas capable. Des fois, il faut arrêter. Mais là, je mettais beaucoup plus de métal d'apport aussi. Tu sais, j'ai été capable de contrôler un peu ce que je faisais. Après ça, je peux vous montrer aussi un peu l'acier. Peut-être que vous allez mieux le voir. Vous allez voir déjà que ça va changer de couleur. Ça va quand même bien. C'est beaucoup plus facile à souder de l'acier. Je ne sais pas si vous voyez là, mais tout ça passe dans 2 ou 3 mm cube. Mon électrode est à environ 2 mm de mon métal de mon matériel. Puis mon métal d'apport, lui, il ne reste pas trop loin. Il vient toujours ajouter du métal d'apport dans le bain de fusion. La distance environ entre 1 et 2 mm. Ensuite, là j'amorce avec la pédale. Là, je fais mon bain de fusion. Là, je viens mettre mon métal d'apport comme ça, comme une horloge. On essaie de ne pas l'avoir trop proche de l'électrode parce qu'il va fondre un peu avant le temps. C'est justement ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il dégoûte. On veut venir le déposer, on veut être capable de venir le déposer dans le bain de fusion et pas qu'il fonde avant d'arriver. Pas aller le faire fondre en dessous. Ouais. En prenant un bus, puis en se disant, hey, il fond. Parce que si mettons je passe dessus comme ça, sur l'électrode, puis que je mets le métal d'apport entre l'électrode et le bain de fusion, il va dégoûter dans le bain de fusion. Non, bon. ça c'est. Donc, ce que je vous ai dit, là, ce que je propose, c'est peut-être un peu rough, là, mais au lieu d'être tout autour de la table à continuer à regarder ce que les autres essayent, il y a 1 ou 2 personnes qui vont rester avec David, puis les autres vont faire du boulot.